Alors bonjour Greg, moi ça me fait vraiment super plaisir de te voir parce qu'on se connaît de moi depuis 10 ou 15 ans et on se Clairement. croise régulièrement et j'adore vraiment ton parcours et surtout ce qui m'a intéressé c'est tes derniers projets sur le leadership. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur toi et tes projets? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Grégory Pouy. À l'origine, je suis un marketeur et un créateur de contenu depuis 20 ans maintenant. J'ai eu un blog de marketing qui était à mon nom, qui s'appelait voilà, La Grégory Pouy. Mercatique. Ouais, ça c'était la boîte, mais à la base, le blog, pardon, s'appelait Sortir du cadre, mais c'était mon nom, Grégory Pouy. Et puis, je suis parti vivre à New York, je fais pas mal de choses. Et quand je suis rentré de New York, j'ai décidé de créer un podcast qui s'appelle Vlan, qui était un podcast de marketing, qui est devenu un podcast qui permet de penser de manière différente, qui permet de mieux comprendre le monde dans lequel on vit et d'être sans doute plus serein dans ce monde qui est très incertain, sur lequel je reçois des chercheurs et des chercheuses de plein de sujets différents depuis 7 ans, qui est un des gros podcasts français. En parallèle de ça, j'ai écrit un livre qui s'appelle Insoutenable Paradis, qui est un livre qui parle de l'écologie et qui invite à questionner le monde, à questionner nos croyances et à revoir nos manières d'envisager la vie, entre guillemets, le succès, etc., pour être beaucoup plus écologique. Et fort de ça, j'ai créé un autre podcast qui s'appelle Ping sur le leadership, et sur le leadership conscient précisément. L'idée étant de donner envie aux autres leaders et de donner les clés aux autres leaders pour devenir des leaders qui sont plus conscients et qui vont réussir à faire face aux challenges qui arrivent dans les années, décennies à venir. Et aujourd'hui, en fait, je fais plusieurs choses. J'accompagne des organisations dans leurs problématiques de leadership. J'ai ces podcasts et par ailleurs, je fais des conférences sur les sujets du leadership et de l'évolution de la société. Ouais, ce que j'aime bien, c'est que ce que tu fais, ça résonne vraiment beaucoup en moi parce que moi, je l'ai fait, mais 1 an ou 2 ans plus tard que toi, avec mon bouquin Adapter son business en mode déconsommation. Parce que comme toi, j'ai fait du marketing et je me rends compte que il faut changer les valeurs des gens, il faut en fait changer la mentalité pour que la société change et soit capable de, comme tu dis, les défis ou les challenges à venir. Je pense que ça va être très tendu et très serré et je pense que le marketing a un rôle à jouer. Et il y a aussi un autre point, donc c'est cette partie leadership. Donc, et toi, tu parles d'un concept qui est le readership. Alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi ça va devenir essentiel dans les années à venir? Ouais, bien sûr. En fait, c'est un concept que j'ai créé, le readership. Readership, ça veut dire quoi? C'est un mot anglais que j'ai créé. Le reach, c'est la ligne de crête. Aujourd'hui, en fait, les entreprises, depuis les années 80, elles ont été nourries dans une logique d'optimisation, de performance, Ouais. enfin, dans une logique Et de hyper croissance performative. non-stop, Voilà, toujours plus. hyper performative. Et aujourd'hui, où on rentre dans une période qui est extrêmement incertaine, où il n'y a plus rien de certain, ou en tout cas, ça va être très difficile parce que ça va bouger. Ouais, En on parle fait, de VUCA, de crise à répétition. exactement, exactement. En fait, le nouvel enjeu pour les entreprises, c'est pas l'empreinte carbone qui n'est qu'elle-même qu'une conséquence du changement climatique. C'est pas le changement climatique qui n'est lui-même qu'une des crises qu'on est en train de traverser. C'est de rester sur cette ligne de crête Mhm. entre performance, qui est indispensable pour une entreprise évidemment, et la pérennité, ou on pourrait appeler ça le risque d'une certaine manière. Donc le fait d'être là sur le long terme. Et en fait, on ne peut pas envisager, euh, quand on est un leader, de faire uniquement l'un ou uniquement l'autre. Et donc c'est vraiment en restant sur cette ligne de crête qu'on y arrive. Et c'est pour ça que j'ai créé ce concept de leadership, qui est l'expression de cette ligne de crête dédiée au leadership, avec des méthodes pour y arriver tout simplement. Ah, mais c'est vrai que tu as raison, puisqu'en même temps, on veut changer, mais sauf que les entreprises sont conçues quand même pour croître, ou en tout cas augmenter la marge. Et c'est vrai que moi, je me dis toujours, OK, tu peux ne pas faire que du chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires, mais tu peux aussi travailler sur la marge, ou alors travailler sur des choses qui est l'adaptation des produits au marché. Et c'est moi ce que j'essaye de mettre aussi en place en disant, mais si tu arrives en disant, waouh, il faut produire moins, etc., et que ça vient en frontal complet avec la rentabilité de l'entreprise, tu ne peux pas y arriver. Non. En fait, le truc, c'est que cette idée que tu viens de développer, que les entreprises cherchent la performance financière permanente, en tout cas les profits permanents,
C'est une idée qui date des années 80, ça fait 40 ans. En fait, une entreprise, elle s'appelle société parce qu'elle fait société à l'origine. Le but d'une société, avant Friedman, finalement, c'est pas de maximiser ses profits pour ses actionnaires. Ça, c'est vraiment une idée qui arrive dans les années 60, enfin, en 1970 dans un article du New York Times. Mais c'est une idée qui est finalement assez récente, qui a 50 ans. En fait, une entreprise, ça peut être beaucoup d'autres choses qu'une machine à optimiser sa performance financière. Et en fait, tu te rends compte que les entreprises qui durent, celles qui sont là depuis longtemps, même aujourd'hui encore, c'est des entreprises qui font 2, 3 points de croissance par an, mais pas vraiment des chiffres, tu vois, pas 10, 20, 30, 40% de croissance. Mais voilà, elles grossissent steady. Et parfois, en fait, elles ne cherchent même pas la croissance. Elles vont chercher justement à s'assurer que leur performance financière est OK, tout en intégrant l'idée que, par exemple, les ressources vont à un moment donné devoir être payées, que dans un contexte VUCA, c'est toi qui as utilisé l'acronyme, en fait, il va falloir sans doute désoptimiser d'une certaine manière pour pouvoir être plus résilient en tant qu'organisation. Et moi, ce que je crois, c'est qu'il y a deux choses qui te permettent de rester sur cette ligne de crête. C'est de s'assurer de l'engagement des collaborateurs et de passer de la Oui. fatigue à l'engagement collaborateur. Parce qu'en fait, ces collaborateurs engagés, déjà, ils vont être beaucoup plus créatifs, ils vont avoir beaucoup plus d'énergie pour pouvoir faire face aux changements en cours. Et la deuxième chose, c'est de reprendre le pouvoir, entre guillemets, dans une période qui est très incertaine. Et comment tu fais ça? En fait, tu fais ça en comprenant le monde dans lequel tu vis. Tu fais ça en déconstruisant tes croyances, par exemple, celle qu'une entreprise elle doit maximiser ses profits. Euh, Encore une fois, il faut qu'il y ait des profits, hein. Ça reste une entreprise et ça ne s'oppose pas. L'idée, c'est pas de se dire, en fait, sur les deux côtés de cette crête, il y a la performance, et évidemment la performance financière. Donc l'idée, c'est certainement pas de se dire que la performance financière ne doit pas être là, mais il y a de l'autre côté la pérennité. Comment je m'assure que cette performance financière ne se fait pas au prix de la pérennité de l'organisation. Et c'est tout là l'enjeu, je crois, pour les entreprises. Donc il y a ça. La deuxième chose, c'est une introspection, parce que l'introspection, elle est indispensable. Qu'est-ce que je veux vraiment faire moi en tant que leader? Qu'est-ce qui me fait lever le matin? Où est-ce que je me vois dans 5 ans? C'est vraiment ces questions-là qu'il faut réussir à se poser. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à l'organisation? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à la société? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, etc., etc. Et puis après, il y a une phase de transformation. Et en fait, ces 4 phases que je te décris, je les ai observées chez les 400 personnes que j'ai pu interviewer sur les 7 dernières années. Donc, c'est vraiment un processus que j'ai pu observer vraiment in vivo chez toutes ces personnes, même si elles ne l'articulent pas nécessairement comme ça. C'est moi qui ai articulé ces 4 phases. Mais néanmoins, c'est vraiment quelque chose qu'on peut observer facilement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que dans ces cas-là, le leadership est essentiel parce que si tu n'arrives pas à embarquer tes collaborateurs, tu peux avoir un message qui est ouais, super, il faut qu'on soit plus éco-responsable, etc. Mais si d'un autre côté, au niveau des managers, des équipes, où ils comprennent que c'est uniquement, bah, oui, l'écologie c'est bien, etc. Mais fais ton chiffre d'abord, fais la rentabilité. Il y aura une dissonance comme ça, une dissonance cognitive, et ils ne sauront pas où aller. Et le leadership, moi j'aime bien donner deux, trois exemples. C'est vrai qu'un exemple classique, c'est qui le patron qui montre bien qu'une entreprise peut être éco-responsable, en tout cas responsable, et avoir du succès, parce que je crois que c'est la brique de lait la plus vendue, c'est la plus grosse Mhm. croissance dans les entreprises. Et en même temps, j'aime bien aussi l'exemple de Decathlon, qui est iconique, hein, en l'occurrence, où des fois, en fait, je crois qu'il y avait une fois un patron qui disait, mais on a fait trop de croissance cette année. Il faut plutôt qu'on se ressente sur les responsabilités. Et comme tu l'as dit, c'est engager les équipes en interne. Et je pense que Decathlon est un des meilleurs exemples là-dessus parce que ils écoutent leurs clients, les collaborateurs, ils sont vraiment engagés sur le sujet et c'est eux qui font évoluer les mentalités dans l'entreprise et aussi les projets parce qu'ils sont à l'origine du recyclage, etc. Mais en fait, il y a plein d'exemples, et c'est d'ailleurs toutes les entreprises que je reçois sur mon podcast Ping, c'est ces entreprises qui sont à l'avant-scène du leadership de demain ou du leadership d'aujourd'hui. Donc, en fait, il y a plusieurs personnes. Il y a évidemment Pascal Desmurger à la Maïf, Ouais. qui défend énormément ce genre de valeurs. Il y a aussi Xavier Ouvrant chez Babylou. Il y a Sabrina Arlori pardon, chez Aromazone. Enfin bref, il y a un certain nombre de personnes que je reçois et qui sont des exemples dans cette démarche. Et c'est pas
des personnes qui ne sont pas en train de gérer des boîtes. J'ai reçu entre autres Hubert Joly, qui était le CEO de la boîte la plus grosse que j'ai rencontrée, qui est une Best Buy, qui est une entreprise qui fait 50 milliards de chiffre d'affaires, qui est en gros le plus gros retailer de produits électroniques et ménagers aux États-Unis, et qui a relevé la boîte, qui a multiplié le cours de l'action par 7, qui est passé d'une valorisation boursière de 9 à 20 milliards, tout en se concentrant uniquement sur le bien-être des employés. Donc en fait, ce qu'on peut observer, c'est que, et c'est pour exprimer ce que je suis en train d'expliquer, c'est-à-dire que quand tu te concentres sur les employés, tu arrives à avoir des résultats. Et donc ça te permet de monter de ce côté de la crête de performance financière. Après, il y a l'autre côté, évidemment, de la résilience, et ça, c'est d'autres stratégies. Et en fait, finalement, l'écologie ou l'empreinte carbone ne deviennent que des conséquences de cette quête de leadership, si tu vois ce que je veux dire. Ah, mais je vois tout à fait, parce que ce matin, justement, j'étais avec la Maïf, là. On était en train de préparer une présentation. J'étais avec Agnès Régnier et Sébastien Koum, et ils me disaient, voilà, à la Maïf, on a un quadriptyque qui est performance économique, comme tu l'as dit, la RSE, les collaborateurs et le sociétaire. Et en fait, ils essaient de développer ces 4 plans, idéalement de la même façon, en étant en fait une sorte de boussole pour se diriger. Et ils disent bien, voilà, on doit avoir les managers qui doivent mettre en avant ces éléments-là. Il y a bien entendu aussi la partie des collègues qui sont engagés là-dessus. Et enfin, bah, il y a la relation avec les clients qui font que ces éléments-là, ces 4 éléments-là soient mis en phase et en réalité dans le terrain, quoi. Complètement. Et en fait, tu vois, ces 4 éléments-là, on pourrait les mettre sur cette notion de leadership, donc de ligne de crête entre performance et résilience, ou entre performance et pérennité, ou entre performance et risque. Finalement, risque, pérennité, résilience, c'est des mots qui vont dans le même sens. Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup le discours d'Arthur Keller qui dit bien que la résilience, c'est quelque chose de global, c'est systémique et il faut pas y penser juste comme étant un tout petit élément, puisque comme tu Non, l'as dit, avec l'environnement à venir qui va nous réserver de belles surprises, ben, un peu comme le signe noir de Nicolas Taïeb, exactement. il y a quelque chose qui va arriver. Je suis sûr que ce qui va nous arriver, c'est quelque chose qui ne sera pas prévu comme le Covid et qui va Bien sûr. bouleverser nos vies. Et Bien donc, sûr. Et d'ailleurs, Nicolas Taïeb a écrit en 2012 Antifragile. oui. Et il y a vraiment cette logique, tu vois, j'aurais pu, plutôt que de parler de pérennité ou de résilience, parler de fragilité ou de robustesse en l'occurrence. Comment je m'assure d'être d'un côté sur la performance financière et de l'autre côté sur la robustesse. Et comment je reste sur cette ligne de crête. Et qu'est-ce que ça veut dire de rester sur cette ligne de crête? Qu'est-ce que ça implique? Alors, bah, oui, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, chez certains de nos clients, dans le domaine de la relation client, parfois ils nous disent, ouais, je veux automatiser un certain nombre de choses. Et des fois, ils nous disent, je veux absolument un callbot. Un callbot, c'est quelque chose de complexité. Il faut utiliser du speech to text, il faut de l'intelligence artificielle, etc. C'est des projets qui vont être plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui mettent 3 à 6 mois à être mis en place. Et des fois, tu leur dis, mais ok, c'est très bien, mais ce que vous voulez, c'est quoi? C'est digitaliser une partie des appels? Attendez, il y a le SVI visuel, ça coûte 5 à 10 fois moins cher, ça se met en place en 2-3 semaines. Certes, c'est du low-tech parce que c'est juste un SMS qui est envoyé, qui renvoie vers une page web. C'est moins sexy, c'est moins techno, mais ça fait le job. Donc parfois, il ne faut pas penser la techno pour la techno. Voilà. Bah, justement, Complètement. pour revenir à la manière un petit peu concrète, quels seraient pour toi les 3 conseils justement pour reprendre ce contrôle, pour bah, essayer de maximiser ce retour d'énergie dans ce contexte de polycrise? Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller de faire? En fait, alors, je peux donner des conseils méta et des conseils plus pratiques. Les conseils méta, c'est ceux que j'ai donnés tout à l'heure. Pour reprendre le contrôle, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel tu vis. Et pas juste en écoutant BFM, mais vraiment en prenant le temps de lire, d'écouter des podcasts comme Vlan, comme d'autres, pour comprendre vraiment profondément le monde dans lequel tu vis. C'est très difficile parce que si tu ne le fais pas, en fait, tu es proie à la peur. Donc, en fait, quand tu as Mhm. peur, tu n'es pas dans le contrôle, par définition. Donc, en fait, il faut que tu reprennes le contrôle en comprenant le monde dans lequel tu vis. La deuxième chose, c'est de déconstruire tes croyances. Qu'est-ce que c'est que le succès? Est-ce que c'est uniquement l'accumulation? Et si ce n'est pas l'accumulation, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu désires? Comment tu considères le travail aujourd'hui? Pourquoi il y a si grandes différences entre les plus jeunes générations et les plus vieilles générations dans les organisations? Aujourd'hui, on est dans une époque où tu as 4 générations dans l'entreprise. Tu vois, toutes sortes de questions. Ça veut dire quoi être riche? Est-ce que c'est avoir plus d'argent ou est-ce que c'est d'avoir de l'air pur, de l'eau pure tu vois, c'est une vraie question.
Est-ce que tu penses que tu es riche parce que tu as plus d'argent alors qu'il n'y a plus d'abeilles, qu'il y a 70% de la biodiversité qui est morte? Est-ce que ça, c'est être riche? Tu vois, enfin, des questions où en fait tu dis, ah putain, ouais, c'est vrai, c'est pas con. Enfin, tu vois, il y a plein de questions. Donc, déconstruire tes croyances. Et la troisième, une introspection. Donc, ça, c'est des conseils qui sont très méta. Et j'ai bien conscience que tu peux pas les appliquer à la minute. Et c'est pour ça que j'ai créé un workshop là-dessus pour aider les gens à le mettre en place. Mais de l'autre côté, de manière plus basique, je crois qu'il y a des conseils qui sont très simples. La question, c'est pas les conseils que je vais donner, c'est pourquoi vous les mettez pas en place. Pour reprendre le contrôle, il faut bien dormir, bien manger, bouger, méditer. Tu vois, c'est vraiment les 4 choses indispensables. Ça veut dire quoi? Bien manger, ça veut dire de manger équilibré, des céréales, des protéines euh, et des légumes, évidemment. Euh, Au moins 2 fois par jour. Euh, Pas à manger entre les repas, réduire le sucre, etc., etc. Dormir, ça veut dire quoi? Ça veut dire se coucher 8 heures avant l'heure où tu dois te lever. De manière assez basique, souvent les gens ils se disent ah là là, mais je donnerais n'importe quoi pour dormir 8 heures. Et tu as envie de leur dire, mais est-ce que tu as déjà réfléchi à l'idée de te coucher 8 heures avant le moment où tu dois te lever? Bon, ben voilà, c'est assez facile. C'est assez facile. Méditer, hyper important, parce qu'en fait, tu as besoin, et ça a été prouvé par 1000 études neuroscientifiques, on a besoin, notre cerveau, il a besoin de ça, et nous, on a besoin de ça pour se recentrer, pour se réancrer. Euh, une chose que j'ai pas dit, c'est les relations, évidemment, les relations avec ta famille, les relations avec tes proches, passer du temps, et pas donner à tes proches du temps résiduel. Ce que j'appelle le temps résiduel, c'est le temps qui reste après tout, c'est-à-dire le sommeil, le travail. Et donc voilà, derrière, il reste le temps résiduel, en général, qui ne correspond pas à grand-chose. De reprioriser. Tu vois, je parlais des croyances tout à l'heure. Reprioriser ce qui est important. Et pas se dire, bah, en fait, je fais tout ce travail, mais n'empêche que mes enfants, ils auront un super héritage. Oui, mais ton héritage, tes enfants, quand tu vas décéder, ils auront peut-être 50 ans. Je veux dire, le problème, c'est pas l'héritage que tu vas leur donner quand ils auront 50 ans. Ils n'auront plus vraiment de problème à ce moment-là. Le truc, c'est qu'est-ce que tu leur donnes quand ils sont petits, comme temps, pour t'assurer qu'ils vont bien, tout simplement. Donc voilà, tu vois, tous ces éléments-là qui sont très basiques, très simples, qu'on peut mettre en place demain, pour le coup. Et la question, c'est, encore une fois, c'est de créer une pratique. Et même si elle est imparfaite, de vraiment créer une pratique, de bouger. Moi, je fais du sport 6 jours par semaine. Tu vois, au moins une demi-heure. Et parfois, je quitte, parfois, je ne le fais pas. Mais de manière générale, je vais à la piscine. Tu vois, j'ai nagé ce matin, j'ai fait du sport hier, etc., etc. Donc, en fait, voilà, j'essaye de protéger mon sommeil au maximum, de ne pas me faire prendre dans la machine Netflix à regarder des séries jusqu'à pas d'heure, de ne pas trop boire d'alcool et de bien me nourrir. Tu vois, cette base-là qui peut sembler mais tellement basique. Enfin, tu vois, c'est Non, vraiment, il mais n'y a rien. elle est très dure. Alors, je suis 100% en face avec tout ce que tu dis. Je vais même te donner les exemples sur la partie, la dernière, c'est être plus proche de sa famille et profiter des moments. Moi, c'est vrai que quand je suis au repas, je mets le téléphone de côté, je n'utilise pas. Et anticiper aussi des choses, tu l'as dit clairement. Moi, par exemple, avec ma fille, elle est dyslexique, donc on passe du temps à faire les devoirs, etc. Et ce que je fais, c'est que maintenant, je lui ai proposé de renforcer ses points forts, en fait, qui sont les maths et l'anglais. Et elle utilise Duolingo. Et j'ai acheté ces deux applications-là. Et pour ma petite fille qui est plus petite, c'est Oli Oli. Et en fait, pour elle, c'est un challenge et elle renforce ses points faibles. Et je préfère qu'elle passe maintenant du temps pour s'améliorer que plus tard, c'est comme dans une situation normale. Si tu attends plus tard, tu vas en fait empirer les choses. L'autre point que tu as noté, c'est vrai, manger mieux. Et c'est vrai que moi, depuis 1 an et demi, j'ai réduit drastiquement ma consommation de viande. Et c'est vrai que à force, finalement, tu rentres dans les habitudes. Après, tu vas pas non plus, enfin, j'essaye de pas non plus foutre le bazar Non, quand je c'est pas grave c'est pas grave faire des écarts. que ça soit pas systématique. La Ouais. question, elle n'est pas dans l'absolu. Moi, je crois pas, je suis pas quelqu'un de radical, donc en fait, je suis pas dans l'absolu. Je suis dans la majorité du temps. Je mange pas de pain au chocolat. C'est pas pour ça que j'en mange pas, tu vois. Bien sûr que Oui. j'aime bien les pains au chocolat comme tout le monde. Mais la majorité du temps, je fais attention. Euh, Ouais, t'as raison, c'est le premier pas en fait qui compte le plus. Et pour moi, je pense, c'est aller dans l'action. et je pense que c'est important pour les gens de se dire, c'est possible de ne pas le faire tout le temps. Et c'est juste un chemin sur lequel il faut se mettre. Et donc, c'est vraiment ça le message d'une certaine manière. Donc, en fait, tout ça, tous ces éléments-là qui sont très simples. Et il y a plein de guides en ligne que moi, je ne vends pas d'ailleurs, hein, mais que vous trouverez facilement pour vous permettre de créer une pratique.
Parce qu'en fait, tout l'enjeu, c'est pas de le savoir. Tout le monde sait très bien qu'il faut bien dormir, bien manger, faire du sport, méditer, prendre du temps avec sa famille, avoir du sens dans sa vie, etc. Je pense que tout le monde est au courant. La question, c'est pourquoi je le fais pas? Par exemple, moi, j'ai décidé de maximiser mon bien-être et de maintenir mon bien-vivre. Pas de maximiser mon bien-vivre. Le bien-vivre, c'est l'accumulation d'argent, de notoriété, de tout ce que tu veux. Ben, dans ma tête, je me dis, OK, le bien-vivre, c'est important, c'est vrai, il faut un peu d'argent pour vivre, etc. Mais en vrai, tu n'as pas besoin d'accumuler. Je veux dire, il y a un moment donné, ça ne sert à rien. Et il y a un niveau auquel tu arrives qui est faire, tu vois, qui est Ouais, pardon pour l'anglicisme, mais qui est, juste. qui est juste et qui est parfait. Et moi, ce qui compte pour moi, c'est de prendre du temps, d'aller dans la nature. Une question qu'on peut se poser, c'est quand la dernière fois que tu t'es senti vraiment vivant? Et bien, quand tu réfléchis à cette question, en général, la réponse, elle est quand Dans j'étais la avec mes famille, proches, voilà. voilà. Quand j'étais dans la nature, c'est des choses qui coûtent 0 €. En fait, en général, quand on est pris dans la roue du hamster, on court très vite et on se dit, je me suis donné tellement de mal, je mérite quand même de m'acheter ce truc ou ce truc ou ce truc. Et en fait, acheter ces trucs, ça te remet dans la roue du hamster parce qu'en fait, À il faut nouveau, gagner de l'argent pour travailler pour rembourser. Ouais. consommer. Donc, en fait, tu consommes pour compenser le mal-être. Donc, tu vas euh, peut-être prendre des massages, peut-être prendre, je sais pas Partir à quoi, l'autre bout du monde pour te dire, oh, voilà, j'en ai partir à l'autre marre, bout j'ai du besoin de monde, vacances. des grands hôtels, etc. Mais c'est pas parce que tu pars à l'autre bout du monde que tu t'en vas de tes soucis. En fait, tu peux partir à côté de chez toi, en réalité. Euh, et en fait, il faut créer une vie dans laquelle tu n'as pas besoin de partir en vacances. Tu vois, idéalement. Je sais que c'est pas accessible pour tout le monde, mais idéalement, c'est ça. Ah, mais tu Et as moi, raison, par hein. exemple, Ouais, ouais, par exemple, souvent, les gens se disent, OK, je vais croître, donc je vais avoir une équipe, je vais me donner une structure de coût. Mais plus tu as une structure de coût, plus tu as une équipe, plus ça va être compliqué. Et donc, parfois, il vaut mieux réduire. Cette année, c'est ce que j'ai fait. J'ai réduit mon équipe, j'ai réduit, enfin, une équipe, j'ai mis une assistante, j'ai réduit aussi la partie matérielle. Et finalement, tu dis, mais tu n'as plus besoin de courir autant, comme tu dis, la roue dans le hamster dans la roue. eh ben, en fait, c'est le sous-titre de mon livre. Donc, le livre s'appelle Insoutenable Paradis, mais le sous-titre, c'est Écologie et mode de vie, comment réagir sans tout sacrifier. Et en fait, la réponse, c'est complètement possible. Si tu changes ton rapport au monde, en fait, tu sacrifies rien parce qu'en fait, tu n'as plus besoin. Mhm. En fait, à partir du moment où tu maximises ton temps avec ta famille, tes proches, ton temps dans la nature, etc., en fait, ta consommation, elle décroît. Parce que d'un coup, admettons, tu vis dans une grande ville, admettons à Paris. Tu as besoin de nature, donc tu vas t'acheter une maison secondaire. Tu vois, parce que tu le mérites, tu vois, tu as bossé pour. Mais la maison secondaire, plus ta maison, ton appartement à Paris qui coûte une blinde, bah, ça a un coût. Du coup, il Mhm. faut payer les crédits. Il faut payer la voiture pour aller dans la maison secondaire. Donc, du coup, il faut courir dans la roue du hamster. Et tu vois, c'est vraiment un engrenage dans lequel tu te fais prendre sans vraiment faire attention. Et puis, comme tout le monde autour de toi fait la même chose, ça semble assez logique. Mais la réalité, c'est que, en fait, tu peux juste réduire. Et par ailleurs, je pense que toi, tu as la même chose. On a évolué dans le web tous les deux. On connaît beaucoup, beaucoup de gens qui ont très bien réussi dans leur monde des startups. Ils sont pas plus heureux. Ah Je bah veux dire, non, parce qu'au contraire, plus tu en as, plus tu accumules, c'est compliqué. et oui, oui, parce qu'en fait, après, tu as peur de perdre ce que tu as. Tu as besoin de placer ce que tu as. Tu vois, tu vas pas le garder sur ton compte en banque, tu le places, donc après, tu as peur de le perdre. Et finalement, ça devient un souci. Donc, étonnamment, l'accumulation d'argent ne rend pas plus heureux. Et puis, en vrai, enfin, pour bien connaître beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont les mêmes soucis que tout le monde, plus ou moins. Ils ont une forme de sécurité, mais qui est plus ou moins vraie. Finalement, ils la ressentent pas comme ça. Euh, ils n'ont pas la pression financière, on va dire, pas du quotidien en tout cas, c'est sûr. Même s'ils augmentent leur niveau de vie, donc du coup, Oui, à mais la si fin, tu ils as sont un plus niveau de heureux. vie qui est plus élevé aussi, tu as besoin Exactement. d'avoir un train de vie Mais plus élevé. surtout, ils sont tout aussi malheureux que toi, mais dans un plus grand salon ou dans leur piscine. C'est la même chose. Ah, mais c'est vrai que un truc que je fais, et c'est vrai que j'essaye d'éduquer mon épouse à faire ça, mais c'est compliqué, c'est essayer de résister à l'achat d'impulsion. Et je dis toujours quand je suis en magasin, j'ai le truc et je dis au bout de 30 secondes, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis après, au bout d'encore 30 secondes, mais est-ce que j'en ai vraiment, vraiment besoin? Et là, tu dis, ah, bah finalement, non, t'en as pas besoin, quoi. Non. Et en fait, ça, c'est vraiment un piège qu'on peut tous éviter et que j'invite. Donc, tu vois, tu me demandais des techniques. La technique ultime, c'est de maximiser ton bien-être Mhm. et que ça soit ça ton objectif de vie. Et maximiser son bien-être, on sait exactement ce qu'il faut faire. Il faut prendre de temps pour être avec ses proches, appartenir dans une communauté, donc prendre le temps, avoir du sens
être utile dans cette communauté. Il y a cette phrase que j'ai trouvée hyper intéressante. On dit souvent, tout travail mérite salaire, mais on devrait se dire aussi, tout salaire mérite travail. Il y a plein de gens qui gagnent. Ceux qui gagnent le plus d'argent ne travaillent pas. Tu vois, c'est de l'argent passif, ou alors ils vont. Enfin, tu vois, il y a des héritages évidemment, mais il y a aussi tous les gens qui font des investissements financiers, etc. Et finalement, ils ne travaillent pas. Et les start-upers que tu dois connaître aussi, souvent ils sont malheureux parce qu'ils ne travaillent pas. Ils ont besoin d'être utiles dans cette communauté. Et finalement, ça te rend très malheureux. Les gens, ils ambitionnent comme ça de rester chez eux, tu vois, de ne plus avoir cette pression financière. Et ils se disent, mais moi, ça sera différent. Ça ne sera pas différent. C'est pareil pour tout le monde. La réalité, c'est quand même ça. Et donc, c'est vraiment important c'est pour ça que la méditation, c'est important de se poser les bonnes questions, de recentrer. Qu'est-ce qui est important pour moi? Ça veut dire quoi être riche, etc. Tu vois, toutes les questions que j'ai posées tout à l'heure, mais il y en a plein, en fait, qu'on peut creuser. On va pas le faire là, mais qu'on peut creuser ensemble. Alors, j'aurais juste une dernière question avant d'arriver à la fin. Tu parles de maximiser le retour d'énergie dans les équipes. Là, on part du cadre individuel, on retourne dans le monde des entreprises. En quoi ça consiste et tu peux nous donner juste un rapide exemple? En fait, en fait, aujourd'hui, l'engagement collaborateur, il y a une étude Gallup qui est sortie en 2024 qui montre que l'engagement collaborateur, il est à 6%. Donc, ça veut dire qu'il y a 6% des salariés en France qui sont engagés dans leur job. C'est-à-dire qu'ils sont heureux d'aller au travail le matin. Ça fait pas lourd. Ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a 94% des gens qui le font pas par-dessus la jambe, mais ils sont pas très engagés dans leur job. Ils sont pas heureux d'être là. Et ils sont pas heureux d'être là parce qu'ils sont sous pression. Ils sont sous pression de leur boss. Ils sont sous pression de leur crédit, de leur vie, Enfin, ils sont sous pression, en fait, financière, parfois morale, souvent sociale, etc., etc. Comment je redonne de l'énergie? En réautonomisant les gens, en faisant du followership au lieu du leadership, peut-être. Tu vois, s'assurer que les gens aient envie de me suivre et envie d'aller avec moi. Je leur donne de l'autonomie, je leur fais prendre des décisions, je leur explique, je leur donne les conditions de trouver du sens. Enfin, je leur donne du sens. Je connecte leurs rêves avec le rêve de l'entreprise, la raison d'être de l'entreprise. Tu vois, il y a vraiment tout un travail. J'essaye de voir comment je peux maximiser le travail hybride, comment je peux faire de l'intelligence collaborative, comment j'intègre l'intelligence artificielle dans le management, comment je peux, au lieu de maximiser, de optimiser via l'IA, comment je m'assure, ou pourquoi pas maximiser via l'IA, mais comment je m'assure que le temps qui est libéré est consacré à m'aider à être encore plus humain. Parce qu'en fait, l'IA, c'est ce qu'elle nous challenge à faire, être beaucoup plus humain. Elle ne va pas remplacer l'humanité, l'IA. Ça, c'est des RP de bots qui travaillent dans l'IA. L'IA, ça nous force à devenir plus humain. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là. Et en faisant ça, je revitalise l'équipe. Tu vois, c'est vraiment l'idée de se dire l'engagement collaborateur, c'est essentiel parce que c'est ce qui va permettre à l'entreprise de rester sur cette ligne de crête. Et donc, c'est pour ça que moi, j'insiste énormément sur ce sujet. Ouais, tu as raison. Ça résonne tout à fait avec ce que disaient Agnès Régnier et Sébastien Damaïf, où ils disaient la bienveillance, elle est là, elle arrive. Le petit truc en plus, c'est les collègues aussi. Si tu es prévenant envers tes collaborateurs, si les collègues entre eux sont prévenants, alors ils sont prévenants avec les clients également. C'est un cercle vertueux. Voilà, exactement. Alors, on arrive à la fin justement de l'interview. Si les gens veulent en savoir plus sur toi et surtout ton accompagnement sur ce leadership et le readership, comment ça se passe et où ils doivent en fait aller? Alors, ils peuvent aller sur readership.com ou .fr, mais comme le mot readership est compliqué, ils peuvent simplement aller sur grégoripouille.com ou .fr ou simplement me retrouver sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, partout, à Greg from Paris. Et là, je partage du contenu de manière régulière. J'ai aussi une newsletter qui s'appelle Hop, dans laquelle je partage mes questionnements du moment, justement, par la prospection. Donc voilà, il y a plein de manières de me suivre. Je crois que l'enjeu, c'est surtout d'aller sur Readership. Donc c'est RIDGERSHIP, Readership. Donc Read, la ligne de crête, Readership. .fr.com et là il y a les offres, etc. et j'explique ce que je fais et je pense que c'est utile franchement pour la très grande majorité des managers aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Vraiment donner du sens, montrer l'exemple, ça va être de plus en plus important. Comme tu as dit, l'univers et l'environnement économique vont être compliqués. Il faudra être plus réactif. Il ne faudra pas attendre que le chef nous dise quoi faire.
Il faut que le chef dise voilà où il faut aller, nous donne la direction. Et maintenant, c'est à vous aussi de pousser le bateau. Moi, je prends souvent l'exemple de la mer. C'est comme si tu voulais te mettre au surf et que tu pouvais pas prévoir les vagues. Quand tu fais du surf, en fait, tu arrives à prévoir les vagues. Tu sais, il y a un certain rythme, ça se calme, et puis à un moment donné, il y a 3 vagues qui arrivent qui sont assez grosses, et puis ça se recalme. Tu peux définir où est-ce que tu peux passer la barre, etc. Bah là, et ça a été comme ça pendant 40 ans. On a été éduqués comme ça. Et là, d'un coup, tu peux avoir des petites vaguelettes, et d'un coup, tu peux avoir une énorme montagne, tu vois, comme le Covid, t'en as parlé tout à l'heure. Et tu sais pas exactement. Et en fait, tu peux pas te dire, oui, bah, on verra quand ça sera là. Si tu te retrouves devant la vague, l'énorme vague au moment où tu n'as pas prévu, et que tu n'as pas organisé, que ton équipe elle est au bout du rouleau, c'est sûr que tu vas crever. Peut-être pas pendant le Covid, mais à force, ça va finir par arriver. Non, c'est très grave. Bon, en tout cas, merci pour cette interview très enrichissante. J'espère que ça vous aura aidé à passer à l'action. Donc, n'oubliez pas, allez sur rejetshot.com et bien sûr sur tes podcasts à écouter religieusement. Alors, je te remercie, Greg. Merci à Fred. Allez, bye bye. À plus.